Depuis le début de la campagne, on entend beaucoup parler de baisse d'impôts, de tarifs douaniers et de la taxe carbone. Mais pendant ce temps, d'autres enjeux majeurs passent sous le radar. Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement, sans filtre, sans détour. Les deux plus gros partis, libéraux et conservateurs, n'ont pas voulu participer, mais ce sera l'occasion de se pencher sur les propositions des autres partis qu'on entend moins, sur ce à quoi devrait ressembler le Canada de l'avenir. Les relations entre le Canada et les Premières Nations restent marquées par une dynamique coloniale et des promesses de réconciliation encore largement inachevées. Accès à l'eau potable, logement, financement des services essentiels. Les inégalités persistent et les communautés autochtones réclament des actions concrètes plutôt que de nouveaux discours. Aujourd'hui, nous parlons de relations avec les Premières Nations. Que proposez-vous pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, donc notamment en ce qui concerne les droits à l'autodétermination et à l'autogouvernance? C'est une question qui est très, très importante pour moi et c'est une question que moi, je connais personnellement. J'ai eu l'opportunité de connaître personnellement parce que j'ai vécu sur une réserve autochtone dans le nord de l'Ontario qui s'appelle Wawakapian. C'est une réserve autochtone qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a 21 personnes qui habitent et c'est une réserve autochtone de la nation Cree. Et donc, enfant, j'ai pu voir toute la beauté de de la communauté Cree dans laquelle j'étais, mais aussi les séquelles du colonialisme. Il y avait une école résidentielle sur ce site-là, dans cette réserve-là, où je vivais, des personnes survivantes des écoles résidentielles. Le colonialisme n'est pas fini, tu sais. Souvent, ici au Canada, on pense « Ah, mais les écoles résidentielles, ceci, cela ». Le colonialisme continue au Canada et on le voit aujourd'hui avec notamment les Premières Nations qui ont critiqué la façon dont on répondait aux tarifs de Trump. On n'incluait pas les Premières Nations dans ça et aussi au niveau des nouvelles exploitations minières. Donc, pour tout ce qui est justement la transition énergétique, beaucoup de ces réserves-là se retrouvent sur des territoires autochtones ou des territoires qui sont contestés par les Premières Nations Inuit et Métis comme étant leurs territoires ancestraux. Donc, la première chose à faire, c'est de respecter un peu, et je vais étonner les gens, mais le droit canadien. La Cour suprême du Canada, dans plusieurs décisions très, très intéressantes et très importantes, a mis des balises, en fait, sur l'autodétermination possible des Premières Nations. Et donc, il faut reconnaître l'autodétermination des Premières Nations. Si on parle de reconnaître l'autodétermination de la nation québécoise, que nous, dans la déclaration de Sherbrooke, on est d'accord avec ça, il faut aussi faire la même chose pour les Premières Nations à travers ce pays. Et donc, ça veut dire de créer des véritables partenariats avec les Premières Nations, et pas de partenariat dans le sens conservateur ou dans le sens libéral. Dans le sens libéral, c'est un peu cause toujours, puis dans le sens conservateur, c'est on va aller prendre ce qui nous fait notre affaire, puis on va délaisser le reste. Le problème dans ces partenariats-là, souvent, c'est qu'on a créé un modèle colonial qui s'appelle les conseils de bande sur la loi sur les Indiens. Désolé de dire ce mot-là, mais c'est le mot qui est employé dans cette loi-là pour montrer à quel point cette loi-là est complètement archaïque. Mais c'est difficile aussi parce que dans cette loi-là, il y a certaines garanties que si on abolissait cette loi, certaines personnes autochtones disent on n'aurait plus ces garanties-là dans cette loi-là. Donc, ils ne veulent pas nécessairement tout raser puis recommencer à zéro. Donc, il faut négocier vraiment avec les Premières Nations pour trouver comment on peut mettre de l'avant une véritable reconnaissance de leur autodétermination, qui ne soit pas une reconnaissance de façade, mais une reconnaissance de fond. On serait beaucoup plus riche si on intégrait plus les pensées, les modes, les schèmes de pensée, les traditions juridiques et les cultures autochtones dans notre façon de voir et d'apprivoiser le monde. Là, il y a énormément de choses à démêler, mais ce qui est clair pour nous, c'est que les Premières Nations doivent être consultées sur tout projet de développement qui s'établit sur le territoire canadien. Les Premières Nations on doit aussi leur donner les outils de participer dans la prise de décision à Ottawa d'une manière qui est mieux organisée qu'elle ne l'est présentement.
Ils doivent avoir leur place à la table. Et toutes les recommandations de la commission, toutes des deux commissions là, sur les femmes tuées et disparues, mais aussi sur la réconciliation, doivent être mises en place. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le gouvernement Trudeau. Je ne suis pas dans l'habitude de leur lancer des fleurs, mais il y a quand même du travail qui a été fait là-dessus. On doit continuer à le faire, ce travail-là, de manière qui est très sérieuse. Je pense que pour moi, comme pour bien les Canadiens, j'en ai encore énormément à apprendre sur cet enjeu-là. Et je ne suis pas du tout un expert. J'ai travaillé des années dans des zones de conflit sur des crises humanitaires et des zones de conflit. Et à chaque fois que j'ai la chance, le privilège de rencontrer des personnes autochtones, notamment des elders, des gens qui ont vécu à travers le trauma extraordinaire des écoles résidentielles. C'est marquant à quel point il y a un parallèle à faire entre l'expérience vécue de ces gens-là puis des histoires que j'ai entendues dans des places comme le Soudan du Sud ou au Moyen-Orient. C'est brutal. Et on a un travail de réconciliation avec eux à faire là-dessus. On a un travail de réconciliation à faire avec nous autres aussi, puis avec notre passé, puis avec notre histoire. Puis là, on est dans un grand moment de fierté canadienne, ce qui est bien, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses desquelles on peut être fier, mais on doit aussi continuer à reconnaître, puis ça fait partie de la fierté, qu'on a du travail à faire, puis que tout n'était pas parfait, que tout n'est pas parfait présentement, puis qu'on peut devenir bien meilleur que ce qu'on est. Je pense qu'on a énormément à apprendre sur nos voisins, nos voisins autochtones, nos concitoyens autochtones. Il y a une richesse culturelle, linguistique, spirituelle qui gagne à être mieux connue par tous les Canadiens. Puis on devrait être fiers aussi de cet héritage-là. Pour beaucoup de Canadiens, surtout au Québec, il faut le rappeler, l'existence française en Amérique du Nord n'aurait pas pu s'ancrer si ça n'avait pas été aussi la collaboration que les colons français ont eue avec plusieurs peuples autochtones à travers l'étendue du territoire qu'ils appelaient la Nouvelle-France avec la colonisation. Donc, le Canada n'existe pas sans les peuples autochtones. Donc, on est tout à fait en phase avec la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. On est pour, au Bloc québécois, une relation de nation à nation, un rapport qui installe un dialogue égalitaire et la capacité de faire des choix éclairés sur, par exemple, des projets énergétiques majeurs. La grande difficulté actuellement, à travers la loi actuelle, qu'on appelle encore la loi sur les Indiens, donc déjà ça, c'est un peu outrageux là, que ce soit encore le titre d'une loi qui régit la situation des peuples des Premières Nations. À ce sujet-là, ils n'ont même pas le droit d'être propriétaires de leurs terres. Ils n'ont même pas le droit de... Donc, ils ont d'autres droits, mais à quelque part, ils se font quand même encore imposer un cadre. Et nous, on est pour la révision complète, justement, de ces règles-là, en collaboration avec eux. Et donc, le Bloc québécois est un allié par sa propre volonté de souveraineté, est aussi un allié dans la souveraineté et l'autonomie des peuples des Premières Nations. Comment on pourrait renforcer donc l'obligation pour les compagnies minières et de pipeline de consulter adéquatement et d'accommoder les communautés autochtones touchées par leurs projets? Il y a une loi qui a été mise en place par le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique là-dessus, que je pense qu'il pourrait servir de modèle quand même assez intéressant au niveau du gouvernement fédéral. Je pense qu'il y a une loi en préparation aussi au Manitoba avec le premier ministre d'origine autochtone du Canada, Wab Kinew, néo-démocrate aussi.
ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer, là on a dit dernièrement que le BAP, on n'avait qu'à faire du BAP maintenant parce que les tarifs et Trump, et maintenant les tarifs et Trump, ça fait en sorte que tout et n'importe quoi peut passer à la trappe. Bien sûr, le BAP, c'est important, mais l'obligation de consultation va au-delà d'un BAP, par exemple. Ça va vraiment dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire de vraiment avoir l'acceptation des communautés autochtones. Ce qu'on a vu avec les Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, c'est justement le modèle dont je parlais, qui était un modèle colonial où on est allé s'appuyer sur les conseils de bande versus les chefs héréditaires. Et donc, dans la tradition, et dans beaucoup de traditions autochtones, mais dans la tradition spécifique de la nation Wet'suwet'en, en fait, la nation Wet'suwet'en croit à des titres héréditaires qui ne sont pas des titres qui vont de famille en famille, mais c'est des titres qui sont hérités par la réincarnation. Donc, la nation Wet'suwet'en croit dans la réincarnation et donc que le pouvoir politique dans la nation et le pouvoir décisionnel est pris par les différents chefs de clan au niveau de la nation autochtone. On a fait fi de Wet'suwet'en, on a fait fi de ça pour aller vers les conseils de bande. Donc, il faut trouver aussi, et le conseil de bande, c'est une position complètement coloniale, il faut trouver comment faire cette consultation-là qui prend en considération les structures traditionnelles de pouvoir et juridique au sein des nations autochtones et qui ne fait pas juste un espèce d'étampe. On utilise une structure coloniale pour mettre un étampe sur un projet qu'on voulait de toute façon. C'est là où il y a des lois qui peuvent être modifiées et qui doivent être contraignantes pour obtenir le consentement éclairé des Premières Nations pour des projets de développement qui ont un impact extraordinaire sur leur territoire. Donc, c'est là où le Bloc québécois veut être un acteur dans cette défense-là, c'est de s'assurer que les règles soient changées pour qu'il y ait une obligation d'obtenir le consentement éclairé et autonome des peuples qui sont sur le territoire avant que leur soit imposé un pipeline ou quoi que ce soit de ce type-là, qu'ils puissent voir les vertus, qu'ils puissent en espérer leur avenir aussi avec ces projets-là. Nous, on est pour leur autonomie sur ce plan-là. Pour l'instant, ça se fait d'une manière qui est souvent très ad hoc. Les corporations sont très promptes à diviser pour mieux régner. Ils vont aller parler à un tel, puis les encourager à un tel, plutôt que de parler avec l'ensemble de la communauté ou de parler avec les autres parties prenantes à un certain projet. Il faut qu'on ait une législation qui est claire sur la consultation. Non seulement sur la consultation des différents paliers de gouvernement, des Premières Nations qui ont des droits ancestraux vis-à-vis d'un certain territoire, mais aussi comment ça doit se faire, ça peut se faire au niveau local aussi. Parce que souvent, on l'a vu notamment dans la question de Kanesatake, où on a une partie de la population qui s'oppose à certains projets de dépotoir, notamment le dépotoir des Frères Gabriel. On a de l'autre côté d'autres parties prenantes au sein de la communauté qui supportent ou qui veulent continuer à faire ce genre de business-là. Il y a des tensions au sein de n'importe quelle société. Si on avait des entreprises étrangères qui arrivaient ici au Canada puis qui disaient on a besoin du consentement des Canadiens, mais on sait très bien qu'entre Québec puis l'Ontario puis d'autres, les divisions sont normales. Alors, comment est-ce qu'on établit le consentement éclairé d'une communauté entière? Ça demande du travail, ça demande énormément de consultation. Il y a des compromis à faire de part et d'autre, évidemment, mais il faut s'assurer que ce processus-là soit fait en accord avec certains critères qui sont établis d'une manière qui est aussi objective que possible, mais aussi informée que possible, aussi par une véritable connaissance des coutumes et du savoir traditionnel de certaines communautés.
Aussi, en octobre 2024, des préoccupations émergeaient concernant la diminution des fonds fédéraux alloués aux recherches sur les enfants disparus dans les pensionnats autochtones, justement. C'est quoi exactement la position de votre parti là-dessus? Il faut qu'on continue. Ben là, on a vu, il y a énormément de personnes autochtones disparues. C'est une tragédie abominable. Il y a beaucoup de femmes autochtones disparues. On voit que le gouvernement provincial, notamment au Manitoba, a commencé à chercher dans les dépotoirs. On a trouvé des restes humains, des gens qui avaient disparu, qui se sont ramassés dans des dépotoirs. Là. C'est d'une barbarité extraordinaire. Il faut qu'on continue à faire ce travail-là. Ça fait partie de l'essence même de la réconciliation. On ne peut pas avoir de réconciliation dans un contexte où on a des gens, des personnes, des familles de ces gens disparus-là qui continuent à chercher des recherches, à trouver des réponses par rapport à la destinée de leurs êtres aimés. Il y a un bagage de trauma qui continue à exister, puis un bagage de vérité puis de réconciliation un travail qu'on doit continuer à faire. Ça demande de l'argent. Cet argent-là, on doit l'investir. Ça fait partie de cette construction de ce pays qui est un édifice absolument pas terminé pour l'instant. On soutient bien sûr toutes les demandes de la Commission Réconciliation et Vérité. On aussi toutes les demandes de la Commission sur les femmes et filles autochtones et personnes de esprits autochtones assassinées et disparues. Donc, ça fait partie des recommandations. Nous, on est complètement d'accord avec ça. Puis, il faut répondre il faut en fait mettre en place, Léa Guézan, députée du NPD d'origine autochtone aussi, a mis en place un projet de loi qui demandait à ce que ce soit criminalisé la négation au niveau des pensionnats autochtones, notamment parce qu'on voit beaucoup de discours qui remettent en considération le fait que ça a vraiment eu lieu. Et notamment à droite, on a vu ça, notamment probablement certains candidats du Parti conservateur du Canada ont tenu des propos là-dessus. Je sais que certains députés ont tenu des propos là-dessus. Donc, il faut vraiment, si on veut, comme pays, arriver à la réconciliation, il faut un processus de réouvrir les plaies, puis que la société canadienne comprenne à quel point on a été complice d'un génocide des peuples autochtones ici au Canada et au Québec. Et donc, ça passe par le devoir de mémoire. Puis le devoir de mémoire, comme personne juive, je connais ça par rapport à la Shoah. Le devoir de mémoire, c'est de vraiment mettre de l'avant une compréhension avec les survivants et les survivantes et les descendants des survivants et des survivantes de qu'est-ce qui s'est passé, puis de vraiment institutionnaliser cette mémoire-là comme une mémoire qui sert d'empêcher que ça arrive encore. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a pris les leçons des pensionnats autochtones parce qu'on est encore en train de faire les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants dans les services de DPJ, etc., autochtones qui sont placés qu'à l'époque des écoles résidentielles. Et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans ce système-là aussi. Donc, il est temps d'apprendre ces leçons-là. Le Bloc québécois est pour une réconciliation véritable. On va dire justement que au niveau du gouvernement fédéral, on a plus fait une réconciliation de façade, mais on continue justement à imposer des règles du jeu qui ne sont pas du tout à leur avantage. Je parle à l'avantage des peuples des Premières Nations. Donc, ce qu'on va défendre, c'est justement que la réconciliation soit pleine. Et si la diminution des fonds fédéraux sur les suites des rapports sur les femmes autochtones disparues et a des effets qui entretiennent cette réconciliation de façade, nous, on est là pour dire, arrêtez de faire semblant. Le Parti conservateur a décliné notre demande d'entrevue. Mais au niveau des relations avec les communautés autochtones, le PCC inciterait essentiellement les dirigeants autochtones à accepter des projets énergétiques sur leur territoire en échange d'une partie des impôts des entreprises. Le Parti libéral n'a pas pu répondre à notre demande d'entrevue.
Les libéraux veulent investir dans des centrales électriques au Nunavut en promettant que ces projets soient réalisés en consultant les communautés, mais le plus rapidement possible. Sous Trudeau, un plan d'action a été présenté pour appliquer la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, mais on ignore comment il doit être mis en œuvre.